Julie. Salut Tom. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Franchement, très bien. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. C'est un très bon jour. Alors c'est difficile de vous présenter parce que vous faites énormément de choses. Vous êtes journaliste, vous êtes créatrice de contenu. Vous avez fait un compte Instagram Mamous dont on va parler évidemment au cours de cette émission. Vous vous appelez Julie Mamoumani, mais donc voilà, vous êtes Julie Mamoumani et Manouz en même temps. J'ai un peu l'honneur de représenter ces deux personnes aujourd'hui. Alors dites-nous un petit peu, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même si je pense qu'ils sont de plus en plus rares, ou elles sont de plus en plus rares également, qu'est-ce que vous avez fait avant d'émerger de manière aussi massive sur Instagram il y a quelques années ? Ouais, quelle aventure géniale, sympa, joyeuse, qui me remplit de joie et qui visiblement accompagne le quotidien des gens joyeusement. Moi, je suis journaliste jusqu'au bout des ongles. C'était mon rêve d'enfance. Je sais pas, je rêvais de Kessel, d'aventure, de raconter le monde, de changer le monde même. Rien que ça. Ouais, rien que ça, oui, c'est ça. Et donc, j'ai tout fait pour le devenir. Donc, j'ai fait un DESS de journalisme, un Master 2, pour ta génération. Voilà, ça y est, je te tutoie. Comme les gens de télé, pardon. Et ça va, ça ne me choque pas trop. Et après, j'ai aussi fait un DEA d'histoire parce que je trouvais ça important de connaître l'histoire pour faire de l'actualité. Et puis ensuite, j'ai vraiment vadrouillé dans les rédactions. Donc d'abord les rédactions écrites comme Le Parisien, Elle, Marie-Claire, Biba, quelques papiers pour Le Point. Et puis, comme j'ai beaucoup d'énergie, je suis passée à la télé. Et j'ai fait plein de reportages pour combien ça coûte, la folie Hello Kitty, les biens immobiliers qui se vendent à Venise ou les biens de l'État qui se vendent soit à Venise, soit à Paris. Enfin voilà, pourquoi il faut se débarrasser d'un patrimoine cher. Tu vois, plein de sujets. Puis beaucoup après avec Bernard de la Villardière. Je l'ai fait marcher. Le célèbre Bernard de la Villardière. Ses mèches, ses costumes. Bien sûr, on l'adore. Ah non, mais je l'adore. Et j'ai fait le tour du monde avec lui, de Karachi à Mamoudzou, en Alaska. Enfin bon, c'était extraordinaire. Et puis finalement, pas mal de 66 minutes, des portraits d'artistes. Voilà, vraiment journaliste jusqu'à être productrice d'émissions d'archives. Ça, c'était un des derniers jobs, je dirais, classiques à la télé. Et puis après, j'ai monté ma boîte de prod. Mais ma boîte de prod qui s'appelle Mamous Prod, créée en 2018. Mais surtout, ce que je voulais, c'était faire un média positif. Et je dois dire que c'était pas fastoche quand j'étais jeune, quoi. C'est un peu la nouvelle Ardisson féminine, quoi, finalement. Un peu touche à tout, créatrice de concepts. Alors, pour moi, c'est un des plus beaux compliments parce qu'Ardisson, c'est vraiment C'est drôle parce qu'il n'est pas journaliste, il était publicitaire. Ouais. Donc, en effet, quand vous dites concept, c'est tout à fait ça. Moi, c'est ces interviews qui m'impressionnaient le plus. Parce que ce qui est le plus impressionnant quand on est journaliste, c'est trouver la petite info, trouver le pas de côté, bien justement, des façons d'interviewer différemment. Et Ardisson, à chaque fois, les gens, ils disaient « Mais comment vous savez ça ? Mais comment ?» Et ça, donc, c'est un super compliment. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est tous chacun à notre manière. Il faut juste trouver sa voie, quoi. Bien sûr, ouais. Mais c'est que Ardisson, il avait lancé en effet il y a quelques années. Moi, j'avais découvert plus via les archives de YouTube, si on peut dire. Ouais. Il gardait quand même les moments un peu brutaux à l'image, même s'il faisait beaucoup de montage aussi. Il était beaucoup critiqué aussi pour cette raison, parce que justement, parfois, il prenait pas forcément beaucoup de pincettes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui aurait pu vous choquer éventuellement ? Il est pas... Franchement, je l'ai vu. En gros, il y en a eu 3. Non, il était provoque et polémique. Mais c'était moins marqué qu'un Fogiel, par exemple, qui lui était souvent, on disait, le pitbull. Et bon, il était un très bon intervieweur aussi. Non, franchement, Ardisson, il n'y avait pas grand-chose à jeter. J'allais dire que moi, mon émission préférée et le rêve d'une vie, c'est de refaire cette émission, c'est le dîner Saint-Honoré. Ouais, chez lui, ouais. Ça, c'était génial, avec les caméras qui tournaient. C'est la première fois qu'il y avait des caméras sur des rails. Non, il est assez génial. Oui, il a eu 3 sorties, mais franchement, quand tu fais 30 ans de télé et tu as 3 sorties, bon, on a le droit à l'erreur. Enfin, pardon. Oui. Il était provoque, voilà. C'était plutôt... Mais quand on est journaliste, on a envie de provoquer parce qu'on a envie qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est vrai. Et mais tu mentionnes Fogiel aussi, je ne pensais pas spécialement en parler, mais moi, Fogiel, pour le coup, ce qui m'a vraiment beaucoup plu il y a quelques années, c'était quand il avait refait le divan, un vieux concept. J'ai adoré le divan. Voilà. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais qu'est-ce que tu en as pensé, justement ? J'adore. Moi, en fait... Maintenant, je sais, mon exercice préféré, c'est l'interview. Et justement, des interviews, j'adore les biographies, j'adore la puissance du récit des gens. Et je trouve que c'est toujours... Il y a toujours quelque chose à en tirer.
Et là, Fogel, il était dans le top de son art parce qu'il est un excellent intervieweur. Je pense qu'il commençait à être bien dans ses baskets. Ouais, et du plus coup, posé, ouais. Et du coup, c'était... c'est dans mes émissions préférées, en effet. Donc, non, c'est vraiment deux sublimes émissions que j'aurais adoré faire, ouais. Ah, lui, donc on va peut-être se tutoyer finalement parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'hésiter entre deux formules. Bon, je pense que personne ne sera choqué. Alors, Julie Mamouze, tu as lancé ton compte Instagram. Enfin, tu as lancé ou rebrandé parce que je ne sais pas s'il a été nommé comme ça à cette époque-là. Peut-être que si, tu vas nous expliquer. Il y a quelques années, donc, ton compte Instagram et qui progressivement, en quelques mois, de manière totalement organique et sans que ça soit prévu ou commandité par qui que ce soit, tu as atteint vraiment des sommets, plusieurs centaines de milliers d'abonnés aujourd'hui. Comment tu expliques ce buzz soudain, même si j'imagine qu'on t'a déjà interrogé là-dessus? En fait, là aussi, c'est une aventure vraiment géniale parce que j'avais postulé pour être rédac chef d'Instagram. Et j'essaie de ne pas me tromper, mais 2017, peut-être, un truc comme ça. Justement, quand après la télé, où moi j'avais fait toutes les plus belles émissions, je savais plus trop où atterrir. Il y avait moins d'émissions qui m'inspiraient, disons. Et je me suis dit, tiens, je vais aller sur le digital, cette terre promise des contenus innovants. Voilà, c'est ma nouvelle place, quoi. Et puis, donc, je postule et je me dis, il faut que je chiade ma ligne éditoriale, ma vitrine, quoi. C'est ça. Et Mamouze, non, c'est mon petit nom. Donc, je l'ai toujours gardé et j'ai trouvé ça sympa. Plutôt que mettre mon nom qui est toujours compliqué. Les gens, une fois sur deux, tu t'es planté, c'est Mamou Mani. Donc, en fait, c'est un passe-partout et c'est joyeux, quoi. Et donc c'était déjà ton arrobase à l'époque, c'est ça? Toujours, d'accord, ok. Toujours. Donc, oui, c'était depuis... Non, et c'est la même photo. Non, mais c'est ça qui est très drôle, c'est que... Et puis, jusqu'au 15 mars 2020, j'avais 5000 followers. J'étais hyper fière. J'étais à la veille à un concert. Ouais, j'étais hyper fière. Et puis, les gens me disaient déjà, c'est drôle, c'est drôle. Enfin, voilà, donc c'est ça qui est hyper marrant. Et en effet... alors, pardon, qu'est-ce que c'était que cette ligne éditoriale? Moi, j'adore l'info. Je suis vraiment, comme tu disais, du journaliste jusqu'au bout des ongles. Mais parfois, ils me gonflent, les journalistes, parce qu'ils voient le monde avec 10% de négativité supplémentaire, comme si on avait besoin de ces 10% supplémentaires. Franchement, non. Et c'est allé de pire en pire, puisqu'il faut les titres buzz, clic à pute. Putaclic, pardon. Je suis un peu dyslexique. Voilà, c'est un peu autre chose, là. Et donc, en fait, c'est vrai que je me suis dit, moi, je vais prendre le contre-pied. J'aime l'info détournée. Et donc, je vais faire ça, quoi. Du Gorafi pour de vrai. Et puis, finalement, c'est ça qui est drôle, c'est que le jour du confinement, mais tout d'un coup, j'ai vu mon portable disjoncté. Je pouvais même plus dire ce que je voulais et tout, parce que mon Insta a explosé. En effet, il y a eu 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes en l'espace d'un mois, je crois, qui sont arrivées. Et puis, ce qui était hyper... d'abord parce que les gens sont extrêmement créatifs, donc j'avais plein de choses à relayer. Et puis, en fait, c'est comme si j'avais ma chaîne ou mon média et que je disais, bon, ça, c'est génial, ça, ok. Et puis, c'est ça qui est hyper sympa. Et j'ai peut-être eu peur un jour en me disant, non, mais attends, avec cet engouement, comment je dois faire? Est-ce que je dois faire différemment? Puis, je me suis dit, écoute, fais-toi confiance. T'aimes ça et les gens aimaient ce que tu faisais avant, alors pourquoi tu changerais? Et en fait, c'est ça qui est génial. Oui, t'as continué en fait la même ligne. Et tu vois, là, hier, j'ai mis l'info de Stan Smith, le sportif. Je l'ai vu. Qui dit non, les gens ils doivent penser que Stan Smith, c'est une basket et personne ne sait qu'il y a un être humain derrière. Et tu vois, j'ai dit. Et qu'il est encore vivant. Et tu vois, c'est vraiment une info qui, moi, m'a fait sourire. Et je trouve ça génial. J'ai vu qu'il y avait 10 ou 15 000 personnes qui likaient. Tu vois, c'est en ça où, en fait, je m'interdis rien. C'est de la poésie du quotidien, c'est de l'info rigolote, joyeuse, détournée, voilà. Et c'est ça qui est sympa. Parfois, c'est très bête, mais c'est ce que j'aime. Bien sûr, et puis parfois, ça peut être plus fin, plus poétique. Voilà, mais voilà, je m'interdis rien, à part que, en tout cas, c'est jamais vulgaire, jamais critique sur le physique des gens. C'est pas du tout quelque chose qui me plaît, ça. Donc, tu pourras toujours avoir qu'un truc doux si tu viens, quoi. Alors justement, comment est-ce qu'on peut caractériser cette espèce d'identité humoristique? Est-ce que c'est des mèmes? Est-ce que parfois, on pourrait mettre ça dans cette catégorie-là? Est-ce que c'est de la satire? Parce que du coup, tu les réappropries. Finalement, tu ne fais pas que les diffuser, tu te les réappropries avec ta marque de fabrique, avec ton identité à toi. Donc, comment est-ce que tu caractérises ça? Franchement, en fait, je trouve que c'est comme un média. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais je dirais que c'est comme un média et c'est vraiment comme des pensées du jour où tu es dans les almanachs, quoi. Tu vois, donc tu as la bonne citation. Ce qui va un peu plus loin, et ce que j'ai compris, et moi c'était très intrinsèque à ma personnalité, à comment j'avais été élevée chez moi, c'est voir la vie en rose. Ma mère était baba cool et elle était à Woodstock, et donc elle a toujours décidé de mettre des lunettes roses. Et mon père
séfarade, donc très joyeux, très solaire. Très solaire, il n'y avait rien. Il a atterri à Sarcelles avec sa famille. Et il n'y avait que des boulettes. Je dis toujours des boulettes et des blagues. Et nous aussi, on allait tous les vendredis soirs chez mes grands-parents. Et c'était le concours de la meilleure blague. Et en fait, et se moquer un peu de tout, gentiment. En fait, dédramatiser. Ouais. Et je dois dire qu'en fait, c'est ça que j'ai compris, que moi, c'est toujours ce que je fais. C'est et ce qui se passait aussi pendant le Covid, c'est OK, bon, oui, c'est la merde, mais ça va. Enfin, tu vois, on est au courant. Voilà, et il vaut mieux, du coup, le prendre du bon côté. Et en fait, c'est pour ça que j'adore, et j'en ai fait plein de concours, et les gens participent encore aujourd'hui aux enseignes de coiffure rigolotes, ou si tu mets des doigts dans la rue et ça transforme les mots. En fait, jouer avec le quotidien, vraiment s'offrir des bulles de champagne, et c'est ce qui me réjouit le plus quand les gens mettent en dessous d'un mème ou d'une blague ou d'une phrase. Oh, j'ai explosé de rire dans le métro. Tu vois, je me dis, bah voilà, au lieu que les gens fassent la gueule dans le métro, et bah, ils se rendent compte qu'on peut rigoler. Et moi, c'est vraiment une philosophie de vie, quoi. Et moi, je me rends compte aussi que finalement, ce que tu soulignes souvent, ce qui revient, et d'ailleurs, ce truc de Stan Smith, je l'avais vu ailleurs, je me suis dit, alors ça, à mon avis, elle va le relayer. Parce les gens, ils commencent à comprendre ma ligne édito. C'est ça tombe là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup une quête de l'absurde. C'est un peu ça, c'est-à-dire effectivement cette existence dans laquelle on essaye de mener un certain nombre de projets personnels, on a des ambitions mais elles sont toujours un peu déçues, on fait des études, on a du travail, on a un peu d'argent, on en a moins, on se casse la gueule et finalement j'ai l'impression que c'est ce truc-là que tu décris, la sensation que tout peut s'arrêter à tout moment, donc autant prendre ça au second degré, quoi. C'est très juste, c'est très juste. En fait, si je dois définir l'humour que j'aime, c'est vraiment l'absurde. C'est vraiment ce que je trouve le plus beau, et c'est ce qui permet en effet de supporter la condition humaine. Et c'est vrai que c'est pour ça que celle qui marche le mieux souvent, mais c'est les plus simples, hein, c'est le lundi matin, le dimanche soir, tout ce qui nous relie les êtres humains. Et ça, c'était aussi l'absurde et le côté universel. Et c'est ça que je trouve beau dans ces mèmes, c'est parfois, j'adore, il dit, il reste trop de jours par rapport à l'argent que j'ai. Tu sais, enfin, tu vois, tout ces trucs. Et on se reconnaît tous, évidemment. Et il y a vraiment quelque chose de comme ça, d'hyper sympa, ou quand j'ai déposé je suis allée chez mes parents, ils ont voulu que je récupère mes enfants. Enfin, tu sais, je sais pas, tous ces trucs complètement absurdes qui font que ça te fait pouffer, quoi. Il y a un côté du pouf, oui, c'est galère d'avoir des enfants en bas âge, et en même temps on sait le bonheur que c'est, mais et j'adore cette idée que en fait c'est aussi décomplexé, on fait ce qu'on peut, comme exactement ce que tu as dit, on fait ce qu'on peut, et en revanche, essayons de faire au mieux, mais surtout, essayons de faire le mieux en se rendant compte de l'essentiel, quoi, de l'amitié, du lien, de sourire dans la rue. Et moi, je dis, mais vous allez voir, hein, ça paye. Hein. Si tu souris dans la rue, les gens, ils sourient. Hein. Ouais, il y a ce truc de la prophétie un peu autoréalisatrice. Ouais. On se dit toujours, parfois, quand on pense au pire, le pire est sûr d'arriver. Quand on pense au meilleur, le meilleur est peut-être pas sûr d'arriver, mais en tout cas... On a essayé. Et en fait, comme j'ai fait des bouquins et que j'ai interviewé beaucoup de médecins, de neuropsychologues et tout ça, c'est une réalité. Ouais, c'est vrai. Donc, après, le karma ou les drames, évidemment, arrivent, même si tu as essayé d'être le plus sympa, le plus positif. C'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire, en tout cas, le cerveau fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Ouais. Autrement dit, tu peux flouer ton cerveau. Et c'est ça que, parfois... en France, comme on est un peu, tu sais, on se bouche le nez, on est un peu bégueule et tout ça, on se rend pas bien compte que, du coup, on voit, de façon négative, comme je le disais. Alors qu'en fait, non, tu peux vraiment te brancher du côté positif, et c'est ce que recommandent les médecins. Tu as des chercheurs dans plusieurs universités qui ont bossé dessus, et si tu rigoles 15 minutes par jour, tu as ta dose de vitamines, d'hormones du bonheur, et dose pour dopamine, ocytocine, S, sérotonine et endorphine, l'anxiolytique naturel, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme ça que je suis devenue professeure de yoga du rire, et que j'encourage les gens à faire ça, parce que il faut pas hésiter. Et souvent en France, moi je suis très enthousiaste, tu vois, je je rigole, parfois j'étais un peu regardée, c'est quoi cette ovni, ou c'est un peu où elle est bête, ou tu vois, elle est bénie, oui. Alors qu'en fait pas du tout. Et moi, alors plus ça va, plus du coup je me suis complètement embarquée dans mon je me suis fait avoir, quoi. T'es un personnage aussi maintenant qui te dépasse, j'imagine. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que ce que je veux dire, c'est que ça a été hyper efficace. Donc j'encourage les gens à le faire, parce que c'est merveilleux, et on peut agir. C'est ça
que je voulais dire. Ouais, donc du coup, c'est aussi une forme de thérapie, parce que moi, je suis toujours un peu obsédé par l'idée de l'écriture. Parce que moi, quand j'avais commencé à écrire, j'allais très très mal, comme beaucoup évidemment d'auteurs en herbe qui sont plongés un peu dans des pensées très sombres, mais qui essayent comme ça de les coucher sur le papier. Donc c'est la catharsis, bon, tout le truc est assez freudien, mais ça peut fonctionner aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment, si on reste dans cette phase négative, bah effectivement, il n'en ressort pas forcément quelque chose. Alors, on se débarrasse du mauvais, mais finalement, la joie, elle n'est pas là. Il manque ce supplément. C'est peut-être ça justement que tu apportes, j'ai l'impression. C'est l'étape d'après. Je pense que c'est essentiel. De toute façon, évidemment qu'il faut faire une analyse. Enfin, évidemment. Ok. Voilà, donc, allez d'abord chez le psychanalyste. Voilà, il y a des trucs à régler. Mais en tout cas, ce que je trouve très joli, et j'avais même pas du tout réalisé. Encore une fois, moi, je faisais ça vraiment pour moi parce que je trouvais ça sympa. Au départ, pour ce job que finalement, j'ai pas eu. Enfin, Ouais. donc, encore une fois, c'était un rêve de faire un média positif, ce qu'on fait très bien récemment, ces deux jeunes personnes que j'adore. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait se soigner par le rire, ou en tout cas se soigner, en tout cas encourager. Il y a que des choses positives. J'ai interviewé, on voit bien le rire médecin, par exemple. Incroyable, parce que sur scène, j'ai invité les médecins, par exemple, les clowns médecins, Alain Toledano de l'Institut Raphaël, qui s'occupe de médecine intégrative, etc. Et il dit, non mais Julie, mais tu vas vraiment me demander la question si le rire soigne. Mais c'est évident, ou le rire pour accompagner les gens qui ont un cancer, pour leur parler. En fait... mais c'est fou le fait de rire. On sait, hein, c'est la gélothérapie. Si on soigne par le rire, si on enlève un pansement. Pourquoi on demande aux clowns médecins d'aller dans les hôpitaux pour enfants? C'est que par exemple, si on fait rire un enfant à qui on va enlever un pansement, mais il aura 50% de douleur en moins. Enfin, tout ça est prouvé en fait. Je vois. Et c'est fascinant, voilà. C'est pas juste. Et c'est juste qu'il faudrait encourager ça. Tu vois, un peu comme David Servan-Schreiber, quand il disait si vous courez 3 fois 30 minutes par semaine, vous n'aurez pas besoin d'antidépresseurs. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu la bagarre. Ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas besoin de médoc. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste de garder en tête qu'on peut agir vraiment très concrètement et en effet que ce soit une forme de thérapie. Évidemment, il faut avoir bossé sur soi avant, j'imagine, pour être maître de ça. Parce que ça, parfois, on ne se rend même pas compte. On est tellement enferré et puis on a les tuyaux du cerveau bouchés. Ça, c'est difficile. Ouais. Et c'est marrant parce que finalement, même la philosophie la plus canonique, parce que moi, j'ai reçu notamment des philosophes, André Comte-Sponville et d'autres personnes sur ce podcast. Donc, parfois, on parle de trucs un peu deep sur Hegel, etc. Alors, je ne comprends pas une grande partie, hein, mais eux, ils s'expriment et ils m'enseignent un certain nombre de choses. Il y a notamment Bergson qui a réfléchi sur le rire, le rire de Bergson. Donc, finalement, j'ai l'impression que c'est un thème qui est parfois un peu boudé, parce qu'en philosophie, c'est quand même pas le thème le plus sérieux, c'est pas la conscience, la vérité, la politique, etc. Donc il y a quand même ce truc un peu peut-être français, je sais pas, de considérer que c'est pas une thématique forcément valorisante parce qu'elle serait pas justement suffisamment ancrée dans le réel, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, alors que moi c'est vraiment le rire, c'est vraiment du sérieux et c'est ça que je trouve génial, c'est que depuis le Covid, c'est comme si on avait redonné les valeurs, les lettres de noblesse au rire. Mais Freud a écrit un bouquin, Marcel Pagnol a écrit un bouquin, Stendhal a écrit un bouquin sur le rire. Bergson, des pointures quoi. Moi aussi j'ai des copains et Groucho Marx. Mais moi j'ai aussi des copains philosophes et ce qui est génial, c'est qu'évidemment eux reconnaissent les vertus du rire. Et d'ailleurs j'avais interviewé Adèle Van Redd pour mon premier bouquin et les philosophes grecs au temps de Pythagore et disons ils enseignaient par le rire là aussi. Donc en fait, c'est juste qu'on a un peu boudé les Français, ce côté cartésien. Je sais pas, parfois, les Français, on veut... Alors qu'on a toujours eu des satires, des dessins, des cartoons, enfin... Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est drôle, c'est-à-dire c'est paradoxal, parce qu'on aime bien ça, le rire est quand même assez ancré en France, mais je sais pas, le boulot, faut pas rire, enfin... Justement, je trouve que depuis le Covid, ça s'est un peu transformé. Donc voilà, la littérature a suivi le monde, mais l'air général. Mais je suis en train de réfléchir. Houellebecq est extrêmement drôle. Ouais, c'est vrai. Moi, je hurle de rire. Bizarrement, il est très drôle aussi. Ah, mais moi, la possibilité du Nil, j'étais mort de rire. Et il y a des... Beck BD aussi, ses premiers bouquins, j'ai eu des... Beck BD, c'était un peu plus attendu, mais je suis en train de chercher les œuvres où tu rigoles sans... Ouais, sans forcément que ce soit recherché, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense qu'on a compris les vertus et qu'on allait revenir aux vertus du rire, quoi. Julie Mamoumani, alors, tu as lancé il y a quelques mois maintenant le Mamouze Show.
hein, donc un spectacle made in Mamouze. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est passé? Et encore, voilà, tu sais, j'ai toujours des trucs qui me tombent sur la tête. Je trouve ça assez génial. Et c'est la prod, Robin Prod, qui a fait plein de trucs comme Caméra Café, tout ça, qui m'a dit « Oh, on aimerait bien vous mettre sur scène. » Pardon. Parce que donc je suis journaliste, mais alors j'ai jamais fait de cours de théâtre. Alors j'ai fait de l'animation, souvent j'ai présenté des émissions et tout ça, mais quand même, c'est pas la même chose. C'est un autre travail, ouais. Un vrai autre travail. Et puis, comme j'adore les challenges et que j'avais mis Clémentine Gallet, qui a ce podcast Bliss, qui est sur scène, du coup, j'avais vu comment on pouvait transformer un contenu écrit ou en tout cas digital en spectacle, disons. Mais bon, c'est toute une réflexion parce que je me dis, c'est comme les mêmes au bouquin, puis après le bouquin au spectacle. Ouais, c'est comment je le l'adaptation, transforme, quoi. voilà. Comment tu le transformes? Et en fait, je me suis dit, bon, moi, j'adore le collectif. Mamouze, je relais toujours Monsieur Étienne Dorsey. Voilà. D'ailleurs, je l'avais interviewé dans mon bouquin. J'adore une fille qui fait de l'astrologie pop culture, Sophie Ravier. Donc, voilà, je la relais. Donc, je me dis, tiens, j'adore Dieu. Dieu, sur le digital. Évidemment, ouais. Et donc, tu vois ça. Et donc, je me suis dit... Après, je me suis dit, il faut que ce soit interactif. Donc, moi, j'adore... j'avais ma co-auteure qui avait écrit un bouquin sur la karaoké-thérapie. Puis après, je me suis dit, tiens, moi, j'adore la danse. OK, alors, fort de tout ça, je vais faire un Mamouze Show, c'est-à-dire, je vais toujours inviter un médecin, puisque, comme je te l'ai dit, ou quelqu'un qui va venir me raconter les bienfaits du rire. Donc, Rada Hatem de la Maison des Femmes, que j'ai eu un coup de cœur pour elle, et je suis engagée à ses côtés parce qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire... joyeuse alors qu'elle a un quotidien d'enfer et elle me dit je leur dois le rire à ces femmes, tu vois, et je trouve que ça c'est la résilience suprême, quoi. C'est donc, clair, ouais. Rada ou le docteur Alain Toledano ou voilà, donc toujours un médecin, toujours un mémeur, donc quelqu'un qui crée des mèmes que je relais. Donc il y avait génial Mathieu Vergotte, Mon doigt dans ta rue, ou Je m'en bats le clito, elle est géniale. Enfin, que des gens voilà, avec qui on partage l'amour du mème. Et puis il y avait une fille géniale aussi que j'adore, qui a un compte Instagram que j'adore, l'Indéprimeuse, qui est vraiment imprimeuse et qui adore tous les erreurs d'imprimerie. Ah oui, d'accord. Je connais pas ça. Ah non, mais je l'adore. Et elle fait toujours des trucs extrêmement drôles. Et puis elle a une culture folle. Donc, et voilà, c'est hyper fin. Donc on faisait mon rêve, c'était de faire des manifs du rire. Donc on a fait des pancartes avec elle pour faire des manifs du rire. Tu vois, en fait, j'ai essayé de le transformer en spectacle. On a fait une séance d'astrologie avec tout le public, avec cette fameuse Sophie Ravier. On a fait un karaoké-thérapie tous ensemble. Moi, j'ai donné des cours de yoga du rire sur scène, c'était hyper sympa. T'as le transporteur du bonheur qui est venu apporter de la musique. Et après, on a continué à danser sur le dehors du théâtre de l'Atelier, puisque c'était dans le magnifique théâtre de l'Atelier. Super, c'était dingue. Donc, en fait, moi, c'était l'idée, une fois que Robin Prod était venu me chercher, c'était de faire les dimanches soirs anti-grisaille. Toujours ce côté universel. Bon, les dimanches soirs, c'est toujours glauque. C'est clair. Ou à peu près, enfin, plus ou moins, mais quand même. Hein. C'est ça, parce qu'on anticipe le lundi, et puis je pense que c'est le traumatisme quand l'enfance, on était môme. L'école, voilà. il y a plein de choses. C'est ça, ouais. C'est pas assez marrant, comme quand, putain, il va faire noir à 17h, tu vois. C'est ça où j'aime, c'est ce côté où, donc voilà, je m'étais dit, bon, dimanche soir anti-grisaille, et en fait, c'était génial, parce que les gens, ils continuent à danser dans la rue. J'ai fait venir le champion du monde de la chenille, enfin, on a rigolé. Et si tu veux, c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois, il pouvait y avoir Nicolas Destiendorf sur le dictionnaire du mauvais goût. Et je lui dis, reste sur scène, il va y avoir un vraiment truc de mauvais goût. Viens, Vincent de la Checheux, là. Et on a rigolé. Et voilà, c'est ça que j'aime bien. Encore une fois, c'est vraiment de mélanger les genres, faire des tchatchoukas du rire. D'une certaine manière, ça me représente très bien. C'est-à-dire, moi, j'adore... je suis très littéraire, mais à la fois, j'ai aucun souci à aller faire du beauty shake. Ouais. Mais tu sais, tu mélanges les gens et tu mélanges les milieux. C'est-à-dire que on voit qu'il y a ce truc, on peut prendre ton compte et ce que tu fais en général au premier degré, sans référence, si j'ose dire, sans sous-titres, et ensuite avec éventuellement des références qu'on peut capter parfois. Ça fonctionne aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas snob. Je dirais que c'est l'anti-humour snob qui parfois peut exister chez d'autres personnes. Voilà, c'est un peu comme l'art contemporain parfois où il y a certains trucs, effectivement, c'est tellement hermétique. Si on n'a pas fait l'histoire de l'art à côté, de son côté, on a du mal à rentrer dedans. Toi, on peut rentrer dedans par tous les biais, mais je pense que c'est quand même, c'est quand même voulu. Il y a ce souci de vulgarisation. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Moi, j'ai des parents qui sont pas du tout du même milieu social, pas du tout la même religion, pas du tout la même culture. Donc, on a été élevés vraiment
tout terrain. Et c'est très juste. Moi, et ça me touche que tu dis ça parce que ça veut dire que tu l'as senti alors qu'on se connaissait absolument pas. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est de parler à tout le monde. Tu sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, ce mot universel. Et pour moi, j'y crois, je suis hyper sensible à ça. Et c'est drôle parce que mon fils aîné, il m'a envoyé hier un truc sur Insta. Il m'a dit, regarde maman, et c'était un article qui disait, les gens qui ont été scouts, ils sont plus civiques et gentils avec leurs voisins. Leur prochain. Voilà. Et il sait que moi, j'ai adoré le scoutisme. J'étais aux éclaireurs éclaireuses de France. C'est laïque, c'est mixte. Justement, parce que vu mon parcours, je ne pouvais pas choisir un lieu précis. Mais en tout cas, c'était encore mieux pour moi. Et c'est vrai que je suis restée jusqu'à mes 18 ans. J'ai adoré. Et voilà, moi, j'ai ce côté, sans être béni, oui, parce que j'adore aussi quand ça gratte. Et quand... Mais j'aime ce côté, je déteste les gens snobs. Alors, les humoristes sont parfois pointés du doigt. C'est un débat qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce que tel et tel humoriste devrait être interdit ou pas ? Bon, évidemment, je parle de ceux qui sont humoristes, pas de ceux qui sont des gens qui font de la politique à proprement parler. Même en restant dans ce registre, est-ce que tu penses que finalement, les humoristes doivent, par exemple, faire de la politique aussi, doivent avoir des messages politiques dans leurs propos, ou tu penses que c'est pas une bonne chose, que c'est pas le sujet, que ça doit être réservé éventuellement à d'autres types de performeurs? C'est une vraie question quand même. Ouais, non, mais tu vois, je réponds moins rapidement que sur les autres questions. D'abord, moi, je suis pas humoriste. Je relève plutôt de la bonne humeur. J'ai compris, il fallait que je trouve mon chemin et que je le raconte, parce qu'en vrai, tout ce que j'avais fait de façon comme ça, irréfléchie, on m'a tellement demandé de réfléchir à mon histoire que je sais maintenant, je suis pas du tout humoriste. En revanche, voilà, j'aime transporter tu mets en de la scène joie. l'humour, ou partager de la joie. Partage, quoi. Mais je trouve que la politique, je trouve que les gens... En fait, quand tu fais de la politique, t'es toujours premier degré ou parti pris. Et moi, je dois dire... Alors moi, j'interdirais rien, vraiment. En revanche, comme tu dis, je trouve ça assez drôle. Bah oui, en fait, ils font de la politique. Oui, c'est plus le même boulot, en fait. Et puis moi, ça me fait pas rire parce que justement, tu vois, mais même tous les derniers dérapages... Ils ont le droit. Alors là, moi, encore une fois, j'interdirai pas. Je trouve que c'est débile parce que ça crée encore plus de... C'est contre-productif. Complètement. Mais en revanche, du coup, tout de suite, ça me fait plus rire. Enfin, je sais pas, je vois même pas le truc drôle. Mais bon, je trouve ça très compliqué, ce sujet. Pourquoi ? Parce que moi, il y a pas beaucoup de choses... il y a pas beaucoup d'humoristes qui me font marrer. Enfin, tu vois, en fait, je préfère justement ce côté absurde. Moi, j'aime le réel, en fait. Et jouer avec le réel. Et souvent, je sais pas, les humoristes... Enfin... j'aime voir le réel par un filtre rose. Et souvent, les humoristes, je sais pas... C'est dur d'être très drôle. C'est dur d'être très drôle et de toucher tout le monde. Et en fait, finalement, en effet, maintenant, t'as l'impression que t'as des humoristes de gauche, des humoristes de droite. Je sais pas. Bon, je crois que ça a toujours existé. C'était un peu les chroniqueurs du siècle, quoi. Ils ont un peu ce rôle-là. Et c'est marrant parce que moi, il se trouve, hier, j'ai regardé le film, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Jeanne Dielman. Qui est un film de Chantal Akerman, je crois, bien sûr, qui est considéré comme étant le plus grand film de tous les temps. Alors moi, j'étais pas au courant de l'existence de ce film, mais apparemment... T'as fait une soirée intello hier, hein? Ah non, mais en fait, c'était mentionné dans un bouquin, et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on peut le retrouver sur YouTube. C'est un film qui dure 3 heures, qui date des années 60, et en fait, qui raconte l'histoire d'une femme qui est veuve, qui a son fils, et c'est un peu son quotidien qui est présenté de manière assez expérimentale, et elle doit se prostituer pour joindre les deux bouts, etc. Donc c'est un film en fait qui est féministe, mais pas du tout féministe de manière directe. Et d'ailleurs, elle expliquait dans des interviews que justement à un moment donné dans le scénario, on lui avait dit, bah voilà, défend des thèmes féministes, au moment évidemment où c'était un peu la libération de la femme aussi d'un certain point de vue à cette époque-là, même si c'est clairement pas terminé d'ailleurs. Mais donc elle avait commencé à emprunter, on pourrait dire, cette voie. Et ensuite elle s'est dit non, je ne veux pas faire ça. Je veux garder finalement le côté pas trop cérébral. Ça doit d'abord être un film. Mais j'ai l'impression que ce que tu me dis, là, sur l'humour, c'est un peu près pareil. C'est-à-dire que l'humour doit rester de l'humour, ne doit pas être remplacé par autre chose. Enfin, en tout cas, tu le vois sur mon Insta. Moi, je vais jamais sur la politique. En fait, ça me gonfle. En vrai, je vais te dire, je mettrai une photo d'un politique. Enfin, je sais pas. Tout de suite, ça me heurterait, quoi. Ils me heurtent, ces gens... Je trouve que moi j'aime l'élégance, j'aimais bien les sorties de Clémenceau, tu vois, par exemple, j'adore les sorties de Clémenceau ou de Mendès France ou Mendès France qu'on a reçu la semaine dernière d'ailleurs. Je Tristan. Parce que tu peux avoir Tristan. Non, mais bien sûr. Non, je plaisante. Bien sûr, non, mais qui sortait. En fait, autant ni Pierre ni Tristan. Non, j'adore l'élégance, quoi, l'élégance, les jeux de verbal, ça j'adore. Et j'adore l'idée qu'on puisse mourir pour un bon mot, tu vois, évidemment. Mais je trouve que voilà, quand c'est
bassement politique, je sais pas. Tu vois, je mets rarement la politique. Bon, là, j'ai juste mis Hollande avec, je sais pas si t'as vu une étagère Ikea un peu de traviole. Oui, mais et j'étais contente parce que j'ai peur. Tu vois, en le mettant, j'adore François Hollande qui me suit en plus, donc je suis là, oh là là. Est-ce que je vais le. Mais tu vois, je m'interdis pas parce qu'en même temps, comme c'était drôle, et d'ailleurs, personne n'a dit des trucs horribles en bas parce que sinon j'étais prête à effacer ou à fermer le commentaire parce que je trouve ça. Non, c'était juste que c'était drôle et même c'était prêté à cette photo-là. Donc, bien sûr. Tu vois, après, voilà. Et en plus, je crois que c'était quand t'as pas la bonne notice de Ikea. Tu vois, c'est pas méchant. C'est juste que c'était drôle, la photo est drôle. Moi, c'est plutôt ça. Mais tu vois, voilà, je vais juste mettre ça. Et encore une fois, je suis hyper attentive au fait que les gens ne vont pas dire des horreurs. Je le supporterai pas. En fait, je déteste la haine. Oui, la tu veux pas véhiculer de la haine. Ouais. Je veux pas. Et donc, du coup, voilà. Bon, et notamment, tu veux pas tirer sur les ambulances. Alors, ça, tu vois, en te moquant de quelqu'un qui est déjà très affaibli pour des raisons X ou Y. Je sais pas, c'est pas mon genre en fait. Je sais pas comment dire, c'est pas mon genre. Je sais pas, j'aurais pas envie. Et puis je me mets toujours. En fait, bon, j'ai beaucoup d'empathie. Alors, déjà, tu sais, je vais te dire vraiment, c'est marrant. Si on m'avait, parce que j'ai de la chance jusque-là, personne, j'ai pas eu de bad buzz. Mais comme je gagnais rien par ma mousse, si c'était pour m'en prendre plein la gueule, j'arrêterais. Bah oui, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je vois pas l'intérêt. Bah oui. Donc en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est très, franchement, et ça fait rire mes meilleurs copains parce qu'ils disent, bah dis donc, t'as fait plein de reportage au bout du monde et tout, et c'est pour ma mousse, ce qui est ton profond toi, que tu réussis, entre guillemets. Et je trouve ça sympa parce que les gens, mes copains, ils savent, j'ai toujours été comme ça, tu vois, la bonne camarade, je te dis la scout. Qui c'est qui disait que le succès, ça arrivait toujours par malentendu? Mais c'est un peu ça, effectivement. C'est-à-dire, dans ton cas, j'imagine, tu t'étais pas dit, tiens, je vais avoir une stratégie Instagram. Alors que tout le monde essaie d'avoir une stratégie Instagram. Mais c'est ça qui est génial parce que moi, je suis tout sauf stratégique, tout sauf commercial, tout. Enfin, tu vois, tu me demandes ce que je veux faire demain, je sais pas. Les business plans, c'est du chinois pour moi. Et c'est ça que je trouve hyper joli. Et voilà, je sais pas, le grand horloger ou le bon Dieu, ou tu l'appelleras comme tu veux, voilà, ou même la vie a plus d'imagination que toi. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et je trouve ça drôle parce que parfois, il y a des copains qui me disent, alors tu crois, très sérieusement, tu crois que je devrais faire ça? Et tout. Je suis là, les gars, sois authentique, fais ce que t'aimes, mais moi, j'ai pas de conseils, je pourrais pas t'aider, quoi. C'est con parce que vraiment, moi, je pensais vraiment pouvoir doper mon compte Instagram. Alors, tu mets ça à 18h le mercredi. J'adore les gens qui me disent ça. Moi, tu sais que je ne sais jamais ce que je vais mettre. Tu sais que je ne sais pas. D'abord, je suis toute seule derrière cet écran et comme ça, tu es témoin. Personne n'a mes codes, pas mes filles, ni personne. Et c'est ça qui est génial, c'est que je ne sais jamais ce que je vais mettre dans une heure. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est jouer. Avec ce qui va se passer. Puis même, tu vois, sur Twitter, si je trouve un truc, sur une coupure de presse, un truc que je trouve dans la rue marrant, un truc qu'on m'envoie, je ne sais jamais. C'est-à-dire, j'ai jamais enregistré un mème ou un truc, quoi. Et tu as été contacté par Instagram, Headquarters, on pourrait dire, France, pour dire, voilà, vous êtes... Non, ils font pas ce genre de choses. Ils sont assez marrants, non, parce que même moi, au début, parce que j'ai pas eu tout de suite dessus, tu sais, le petit taquet bleu, la vérif, l'assertif. Et ils te répondent pas, c'est marrant, c'est très... C'est assez froid, c'est assez froid. C'est vrai. Et parfois, après, j'ai rencontré par le hasard une fille qui s'occupait... Mais tu vois, pas plus que ça. D'ailleurs, c'est pas comme YouTube où tu gagnes de l'argent si t'as des gens. Là, c'est pas du tout. En fait, c'est comme eBay, quoi, en gros. Ils sont une plateforme d'échange, quoi. Ouais. Alors, on dit parfois qu'il y a un humour qui serait spécifiquement français. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de vrai, mais parfois, ça m'arrive de revoir des vieux films, des trucs des années 60, 70 qui parfois repassent. Et puis même sur certaines plateformes, ils relaient des trucs de De Funès, des extraits. Alors, je regarde toujours pour aussi m'imprégner un petit peu de ce style qui existait d'une certaine façon. Est-ce que pour toi, il y a un style français, il y a un style d'humour français, ou est-ce que c'est quelque chose... c'est une pensée qui en elle-même est réactionnaire? Oh non, moi j'adore. Moi, je suis hyper française, je suis hyper chauvin, je suis hyper républicaine. Non, moi j'adore la France. Oui, on a eu, bien sûr. Après, tu vois, encore une fois, c'est ça qui est dur, c'est qu'on est tous touchés par des sujets différents. Moi... Évidemment, mes préfs, c'est les bronzés et les nuls, quoi. Et Mes meilleurs copains, c'est mon film préféré. Et je vais hurler de rire, mais tu vois, je l'ai montré à mes fils, ils ne comprenaient même pas. Je connais pas Mes meilleurs copains. Tu l'as pas vu? Waouh, t'as de la chance. Je connais les bronzés, bien sûr. Non, Mes meilleurs copains, c'est génial. C'est une chance. C'est des vieux copains qui se retrouvent. En fait, c'est vraiment un peu mes parents, je dirais. C'est des vieux copains des années 80, enfin des copains dans les années 80 qui ont un peu réussi et qui avant étaient baba cool. Et ils se retrouvent. Et ils étaient tous amoureux d'une chanteuse canadienne. Et alors.
Et ils étaient tous amoureux d'elle secrètement. Et évidemment, comme c'est les années 70, il y en avait pas un qui couchait avec elle. Et c'était. Et en fait, c'est tellement, je pense, mes parents, tu sais, qui faisaient des pièces de théâtre, Révolution, devant les usines Renault et tout ça. Mais c'est hyper bien écrit, c'est hyper enlevé. T'as Jean-Pierre Bacry, t'as Christian Clavier, t'as Daroussin. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Donc après, voilà, oui, bien sûr, on a toujours eu, heureusement, non, on aime bien gratter, nous. Enfin, c'est ça que j'aime, l'esprit français, il est... c'est le sarcasme. Et ridicule, la pièce, le film de Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, j'adore. J'adore la poésie de Lecomte, quoi. De Funès, de toute façon. Alors après, je sais pas si tu avais vu l'expo de Funès, mais il n'avait pas l'air fastoche. C'est comme personnage, d'un point de vue humain. Tu vois, en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est... Mais bon, c'est merveilleux sa façon de jouer, quoi. Et par contre, ce que je trouve aussi intéressant, je préférais Galabru. Ah oui, c'est vrai. Je l'adore. Team Galabru, là. Ouais, exactement. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup, quand j'étais petit, regardais beaucoup de comédies dramatiques chez moi. C'était vraiment le grand truc. Donc, Bakri, Jaoui, etc. C'est ces films Un air de famille, Cuisine et dépendance, etc. Donc, c'est vraiment des films assez particuliers, souvent des films à très petit budget. Un peu des pièces de théâtre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est presque des huis clos. Il y a 5-6 personnages. Bon, voilà. Et effectivement, ça, pour le coup, je me suis toujours dit que c'était étonnant parce que c'est pas du drame, c'est pas non plus de la comédie au sens direct du terme, c'est une espèce d'entre-deux étrange. C'est ce qui est le plus dur à faire et qu'ils ont réussi merveilleusement, comme Toledano et Nakache. Ouais. Moi, Toledano et Nakache, je les trouve extraordinaires parce que c'est là aussi absolument pas snob. C'est hyper joli sur l'air du temps. Je trouve que c'est toujours fin, c'est toujours social sans être lourdingue social. Il y a toujours de l'humour. C'est toujours un peu des personnages, des Gaston Lagaffe. Moi, je les adore. Voilà. Donc oui, Jaoui et Bakri, c'est mes idoles, je les adore. Je trouve que tous ces gens qui arrivent... Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, un huis clos. T'imagines d'écrire un huis clos, ça veut dire que t'es fort juste en dialogue. Il y a des gens comme ça qui ont ce talent de l'écriture. Et il n'y en a pas beaucoup. Et il se trouve récemment, alors moi qui m'intéresse à pas mal de choses, mais parfois peut-être dans des domaines qui sont un peu trop éloignés de ce que je fais, mais j'ai redécouvert Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, le plasticien, qui lui-même avait quand même pas mal d'humour, justement. Mais ce que j'allais dire, Marcel Duchamp, c'est tout ce que j'aime. C'est un peu l'anti-Warhol, même si Warhol avait aussi de l'humour avec ses mais c'est plus conserves Campbell. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, il explique dans des interviews qu'effectivement, pour lui, l'art doit être pris au second degré, qu'il faut toujours garder l'art du côté de l'amour et non pas de l'humour, pardon. J'adore. Ça me plaît beaucoup, ce lapsus. C'est pas mal aussi, c'est vrai. Et non pas du côté du sérieux. Alors, on rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas que Marcel Duchamp, il avait fait dans les années 20 au début, le premier, je crois que c'était l'urinoir. Et après, il a fait donc des ready-made en considérant qu'effectivement, l'art existait à partir du moment où l'artiste considérait que tel objet était une œuvre d'art, alors qu'elle avait pourtant une dimension purement fonctionnelle. Et ça a quand même révolutionné l'art moderne et même encore l'art contemporain aujourd'hui. Donc ça te parle aussi, Marcel Duchamp? Mais moi, j'adore Duchamp, Magritte. Et je suis allée voir, d'ailleurs, je vous conseille mais vivement d'aller voir l'exposition des surréalistes à Pompidou. À Beaubourg, ouais. Elle est incroyable. Et oui, bien sûr, mais en fait, c'est ça qui est merveilleux. C'est comme des clins d'œil. J'adore, je trouve c'est hyper beau. Ceci n'est pas une couleur. Tu vois, en fait, encore une fois, il y a un côté poétique, se mettre à côté, se pas prendre au sérieux. Tu vois, il y a aussi Delphine Orville. Enfin, je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est un peu la même chose. C'est tous ces gens qui disent bon, la vie est tellement fragile, éphémère, qu'on va pas quand même à se prendre tellement au sérieux. Ça n'aurait pas d'intérêt, quoi. Et moi, j'adore. Et surtout quand c'est les premiers. Parce qu'en fait, après, c'est facile de faire du sous du chant. Évidemment, ouais. Mais l'urinoir, t'imagines? C'est incroyable. C'est quelle date exactement? J'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est avant 1920. J'allais dire 20, tu vois. Donc, t'imagines? Super vieux. Ouais. Quand on était encore collé-monté. C'est ça que je trouve... Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est tous ces gens d'une liberté aiguë. Alors que c'était une société assez quand même contrôlée. Moi, je suis très impressionnée par ça. Et oui, bien sûr, c'est l'humour. C'est marrant, je pense à Magritte aussi, Duchamp, Magritte, tous ces gens qui ont
déboulonner, révolutionner. Et puis c'est aussi quand même en creux, j'ai l'impression que, parce que c'est, par exemple, l'art contemporain, c'est clairement le cas, c'est aussi en creux la question de l'argent. C'est-à-dire qu'on a aussi l'impression qu'il y a certaines catégories d'œuvres ou certains genres, certains domaines qui nous sont pas réservés, parce que justement, ils s'adressent à des gens qui appartiennent à certains milieux, qui leur permettent justement d'avoir accès à ce type d'endroit. Donc je pense que le snobisme, c'est aussi un snobisme quand même purement social, tu vois, par rapport au fait que tu puisses ou pas intégrer un certain nombre de cénacles. Mais tu vois, au club. Je pense à l'expo donc, que j'ai adoré, et t'as le fameux téléphone de Dali Omar. Ouais. Bon, c'est hyper mamouze, enfin, je trouve ça génial. C'est hyper mamouze. Non, mais tu vois, et après, j'ai vu le film de Quentin Dupieux sur Dali, que je conseille. Incroyable. Mais en fait, et c'est réjouissant. Et que Dupieux se soit intéressé à faire un film surréaliste sur Dali, t'imagines la difficulté. Ah non, mais tu m'étonnes. Et le format est aussi bien que l'histoire et que le personnage. Bien sûr, et la façon d'avoir pris ces 8 Dali. Enfin bon, bref, je trouve ça génial, quoi. Et oui, pour moi, c'est gagné. Hein. Je trouve que... Mais en fait, quoi, t'as le temps de regarder les œuvres de Dali ou le temps de regarder un film, t'es projeté dans un autre monde. Et c'est ça c'est pour moi, c'est l'art, tu vois. Et à quand une expo Mamouze? Une expo avec des ready-made, des performances? Avec plein de trucs. Écoute, ça manquerait plus que ça. Non, moi, toujours évidemment avec du collectif. Non, mais avec des collectifs, des gens que j'adorais, des gens... Moi, tu sais, en fait, c'est ça que j'aime dans le journalisme, c'est de mettre en avant les gens que je trouve géniaux. Donc oui, pour ça, curatrice. Curatrice de même, avec plaisir. Au Palais de Tokyo. J'adore. Sympa. Ouais. Non, mais ça, oui, pour montrer les gens... En fait, tu sais, c'est hyper beau, là. Moi, on sait, les temps sont très difficiles et tout ça, et je trouve ça hyper beau de trouver des oasis de fraternité. Ouais. Tu vois, comme Anna Assouline, qui fait ce film sur Résister pour la paix, ou hier, je suis allée voir à Jérusalem, une pièce écrite par Islam Slaedi, extraordinaire, où les gens peuvent s'entendre, quoi. Et on peut s'entendre. Et moi, c'est ça que je veux montrer. C'est, on peut s'entendre, on peut se rencontrer, et que ça peut être doux. Et on peut échanger, et tu vois, voilà, peut-être qu'on pourrait dire que je suis cuit et tout, mais moi je trouve ça hyper beau de pouvoir s'évader, tu vois, regarder différemment le prisme de l'actualité, de l'info. On doit le faire même, on se doit de le faire. Mamouze, on dit que le rire cache souvent du tragique. Est-ce que c'est systématiquement le cas? Est-ce que ça cache? Est-ce que ça camoufle? Est-ce que c'est une armure pour se présenter au monde? Oui, bien sûr. Forcément. C'est un mécanisme de protection. En tout cas, oui, moi, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. En tout cas, pour moi, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est des façons... c'est l'élégance du désespoir. Il y a une forme d'élégance justement à pas déverser. C'est quand tu arrives, tiens, j'ai ça. Donc voilà. Mais ça cache pas toujours. Mais en effet, je pense, c'est pour ça que les Ashkénazes sont les rois de l'humour. Oui, c'est sûr que c'est une façon de conjurer le sort, quoi. Et dans ton cas, quelle est ta propre tragédie, en tout cas celle éventuellement que tu peux partager et qui justifie peut-être aussi cette manière d'être et cette façon de jouer avec l'humour? Je pense, alors, comme tout le monde, j'ai eu pas mal d'histoires, mais je dirais que j'ai mes grands-parents qui ont immigré de Tunisie, donc qui sont arrivés avec rien à Sarcelles, donc laissant tout, puis mon père qui a tout laissé, et pourtant ils étaient joyeux parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils savaient que l'essentiel c'était qu'ils soient en vie et tout ça, donc il y a déjà ça, je pense. Puis après, ma mère, sa mère était toujours malade toute sa vie, donc elle a eu une enfance pas du tout joyeuse, donc c'est pour ça qu'elle était contente de trouver un séfarade solaire, je pense. Et puis après, moi j'étais l'aînée, donc j'ai un peu vécu leurs années folles avec eux, donc pas toujours des années faciles pour une petite fille, mais en même temps, je pense qu'en effet, si tu es souriant et joyeux, je pense que les gens sont plus sympas avec toi. Puis après, j'ai eu pas mal de trucs, mais j'ai eu le père de mes enfants qui a fait des AVC, qui était à l'hôpital, qui était en fauteuil roulant. Et tu vois, je me rappelle d'appeler les parents de mes fils en disant, bon, les gars, à vous de jouer maintenant. Et ils ont rigolé. Et puis après, avec mes fils, ils jouaient avec le fauteuil roulant de leur papa. On a fait une photo où on louchait tous parce que une des séquelles du papa, c'était de loucher. Et donc, voilà. Donc, tu vois, je pense qu'il y a une façon... Tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais de la vie qui t'arrive dessus. Bon, de toute façon, en général, la vie, elle se charge bien de te... Oui, te rappeler éventuellement. Au cas où tu l'aurais oublié. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu rajoutes du drame au drame ou est-ce qu'au contraire, tu essayes de le rendre plus léger?
chez moi, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je suis contente de pouvoir le dispatcher et puis le déployer pour les autres, puisque en tout cas, chez moi, ça a toujours été une façon de... Tous les drames, on essaye toujours de rigoler, quoi. C'est vraiment l'idée. Et je dois dire que même mes garçons, je pense, et même le père de mes enfants, on a... Cette période, je pense qu'on en garde une période positive et joyeuse, alors que c'était quand même... Il était entre la vie et la mort. Enfin bon, ça n'a pas été simple, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est à la fois une forme d'échappatoire et en même temps c'est l'expression effectivement de la vie ou de ce qu'il en reste. Moi je sais par exemple, dans ma grand-mère paternelle, elle avait ce réflexe assez étrange. Dès qu'il y avait un film, par exemple, tu vois, un peu triste qui passait à la télévision, elle coupait immédiatement, elle mettait autre chose. Elle ne pouvait supporter que des comédies ou des choses Peut-être légères. qu'elle avait vécu des trucs assez Tu vois, graves et qu'elle n'avait pas pu aller voir un psy. Ça, c'est terrible parce que je pense qu'on n'a pas mesuré pendant longtemps tout ce qui était de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel. On l'a complètement enfoui, quoi. Ta pauvre grand-mère, à mon avis, elle avait dû vivre des trucs difficiles, ou en tout cas, elle était mamousienne, c'est-à-dire elle se dit qu'il faut toujours garder le... Moi, c'est vraiment ce que je pense. Moi, j'ai beaucoup de mal à regarder des trucs dark. Où il faut que je sois en forme, très en forme. Y compris par exemple des films d'horreur, parce que ça c'est un dark qui n'a pas de rapport. Oui, là c'est presque drôle, mais quand même je regarde pas trop. T'aimes pas trop? C'est pas mon... Non, moi j'adore les films avec Robert Redford, tu vois. Je sais pas, enfin des trucs plus fastoches. Un film d'horreur avec Robert Redford? Non, un film... Ça n'existe pas. Dis-moi comment ça s'appelle. Peut-être, ceci dit. Non, mais quand c'est trop glauque, tu vois, je préfère m'épargner. Et c'est mignon parce que le père de mes enfants m'a dit, non, tu regardes plus Requiem for a Dream. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je l'ai jamais vu. Il me dit ça, Julie, tu le regardes pas. Hein. Je trouve ça hyper mignon parce que comme si je savais, en effet, qu'il fallait me protéger. Et c'est sûr, c'est ce que je dis souvent aux copains. En fait, encore une fois, comme il faut, c'est à nous de travailler sur ce fameux cerveau et de le mettre du bon côté. C'est sûr que si tu vois tous les trucs là, moi je déteste là, les trucs de serial killer et tout ça, je le regarde pas. Et quand parfois je regarde parce que je suis un peu obligée de tenir au courant, ça me fait, c'est poisseux, ça me fait mal. Ouais. C'est vrai parce que moi, il y a des années, je m'en souviens, j'étais vraiment tout petit et ma mère, elle avait loué Scream, le 2, je sais plus trop quoi. Et elle s'est dit, ah bah oui, pourquoi pas, etc. Je l'avais regardé et ça m'avait terrorisé toute la nuit. Elle s'était pas rendu compte effectivement qu'à cet âge-là, je pense qu'on pouvait voir les choses un peu sous un angle un peu premier degré. Mais effectivement, j'ai l'impression quand même que le négatif, alors là, c'est pas un négatif très très lourd en effet, mais ça vient quand même creuser en nous des choses. On se rend pas forcément compte, mais au quotidien, en effet, on est là-dedans, on baigne là-dedans. Il y a des émissions sur les crimes toute la journée. On pourrait effectivement vivre un peu en vase clos. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Je pense qu'il faut arrêter les chaînes d'infos. Il faut... Et pourtant, j'adore l'info, mais il faut aussi se réguler avec ça. Il faut se réguler avec l'info parce qu'en plus, encore une fois, c'est qu'ils viennent vous chercher, les médias, avec ces trucs négatifs pour justement vous accrocher, puis le marketing et puis tout ça. Et il faut lutter, quoi. Il faut lutter pour pas être totalement dans sa bulle, mais en tout cas de créer sa bulle positive. De même que moi, je suis très engagée et l'engagement, ça me rend heureux. Enfin, je pense qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour se faire du bien, quoi. Parce que justement, ça, c'est un peu le reproche qu'on fait parfois aux personnes qui font de l'humour ou qui mettent en avant l'humour comme tu le fais. C'est que justement, on pourrait croire que c'est un renoncement au combat, un renoncement à l'engagement, justement. Si par exemple dans un sketch ou dans un film, on parle que de sujets légers, effectivement, sans affronter éventuellement des choses un peu moins évidentes à dire, finalement on peut dire que le truc retombe à plat, on se contente de choses un peu potaches, un peu lourdes éventuellement parfois. Donc ça, c'est comme un vrai enjeu aujourd'hui quand même. Moi, vraiment, je trouve que les films les plus réussis, c'est ceux, encore une fois, c'est un peu comme les Toledano et Naka, c'est-à-dire ces gens qui sont sur ce fil de la comédie sociale... parce que c'est ça qui touche le plus les gens et d'une certaine manière c'est vraiment pour moi il n'y a pas un truc drôle s'il n'y a pas un truc d'émotion, il n'y a pas un truc tu vois, c'est vraiment ce fil là que je trouve qui est le plus beau à tenir et moi je suis encore une fois je suis tellement touchée par les médecins, tous ces gens qui se bagarrent pour que les autres aillent mieux et qui ça te fait du bien. Et donc non, pour moi c'est évident que donc moi je suis très engagée et ça me fait toujours marrer parce que je dis alors attends, on vient me chercher pour que toi t'es l'anti-exemple de ça, de la personne qui ne s'engagerait pas tout en parce que en plus je dis vraiment quand on me demande des tips pour aller bien, moi l'engagement ça me fait du bien, quoi. Et donc non, je vois pas mais regarde Artus qui a fait ce film merveilleux, bien sûr. Donc tu vois en fait ça dépend vraiment des gens, mais comme tu le disais, ou Hakim Djemili, enfin les gens qui font de l'humour souvent ils ont une fêlure.
Et c'est aussi une façon d'être aimé, une façon de se rendre intéressant. Alors, il y a plusieurs chefs-d'œuvre de l'humour dans le patrimoine cinématographique. Il n'y a pas que le cinéma d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai forcément un tropisme là-dessus aujourd'hui. J'ai l'impression que ta mère, elle te montrait beaucoup de films. Ouais, j'ai dit un peu là j'ai eu un trop plein là. Mais non, mais tu sais que moi, il y a des trucs qui passaient quand j'étais petit à la télé, qui passent encore maintenant d'ailleurs, qui m'ont toujours absolument fasciné parce que je trouvais ça extrêmement fort, extrêmement puissant. Des films comme Les Visiteurs, certains films avec clavier, etc. Est-ce que pour toi, ça reste, même maintenant, c'est des vieux films, est-ce que ça reste pour toi toujours fort ou est-ce que c'est un peu daté? Est-ce que tu recommanderais pas ça aujourd'hui aux gens qui ne connaîtraient pas? Alors, j'ai une belle-sœur chinoise et une belle-sœur libanaise. Je raconte ça parce que mon petit frère Arthur, qui est donc marié avec une femme chinoise, il lui a montré Les Visiteurs. Ils vivent à Londres et elle l'adore. Elle était pliée en 4. Et je me dis, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Ça marche encore. Ça marche encore. Ouais. Bon, moi, j'avais adoré, mais c'est vrai que de voir... il me dit, tiens, on regarde ça ensemble. Je dis, évidemment, si t'as envie, tu vois. Et de voir Sandy, ma belle-sœur, mais mort de rire, alors que c'est pas du tout elle parle pas du tout français, donc elle lisait les sous-titres en anglais. Et je me suis dit, le talent, tu vois, le talent d'arriver à faire rire des gens qui ne sont pas la même culture, ça, c'est fort. Ouais, Les Visiteurs, c'est formidable. Et dans les grands succès plus récents, on peut penser au Ch'ti, on peut penser à Astérix, etc. Est-ce que tu as des références pour toi Astérix, oui. Moi, de toute façon, Édouard Baird, c'est tout ce que j'aime, évidemment. Donc, et Chabat. Attends, Alain Chabat, mon Dieu. Donc, Astérix, j'ai adoré Itinéris. Je capte plus. Tu vois, tous ces jeux de mots géniaux, de mettre de la modernité dans les Cléopâtres. Dans le temps de Cléopâtre, c'était génial. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Après, t'as les Inconnus, même, j'adore les Inconnus, ça reste bien sûr. aussi une référence. Moi, je suis assez bon public, mais voilà, moi j'aime bien cet humour, encore une fois, que ce soit transgénérationnel. Moi, par exemple, quand j'ai signé mon bouquin, c'était trop mignon parce qu'il y avait des enfants, des copains et des copains de mes parents qui venaient signer le bouquin. J'aime bien l'humour qui réunit, quoi. Et dans les nouvelles générations montantes, un peu comme on dit, est-ce que tu as des Paul Mirabel, des gens comme ça, des Jérémy Ferrari qui t'enchantent ou t'es moins branché sur... LOL, je dois dire que j'ai bien rigolé. Mais alors, c'est Pierre Ninet, tu vois, que j'ai trouvé tellement drôle. Oui, c'est vrai. De manière très étonnante, ce mec est quand même super drôle. Mais en fait, parfois, les humoristes, ils sont vachement dans leur sketch. Donc, quand tu sors de tes sketchs, c'est difficile. En fait, c'est ça qui est vachement dur avec l'humour. Et Pierre Ninet, comme il n'est pas humoriste, tu vois, en fait, c'est lui qui est drôle visible. On a bien vu, là, quand il est avec le bocal sur la tête. Mais je continue toujours à aller voir des humoristes parce que moi, pour M6, j'étais beaucoup sur les portraits d'artistes. Donc, tu vois, je suis allée voir une fille qui s'appelle Charlotte Campana. C'était hyper drôle, la femme bocale. C'est pour ça que je pense à ça. Moi, j'adore regarder, tu vois. Et après, ça te plaît, je suis allée voir Nora Hamzaoui. Mes fils me montrent évidemment tous les nouveaux qui débarquent. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, en tout cas, j'essaye toujours de voir ce qui se fait. J'ai adoré Blanche Gardin. Bon, est-ce que c'est une nouvelle génération? Je ne crois pas. Oui. Mais ses premiers shows, c'était dingue. Ouais. Non, celui que j'adore et là qui me vient en tête, mais pareil, c'est François Damiens. C'est vrai. Je pensais aux Belges, je pensais aux films belges. J'étais là. Comment est-ce qu'on peut l'oublier, quoi? Ah non, mais François Damiens. Mais je pense que c'est complètement dingue. Mais j'adore, je l'adore. Et tout ce qu'il fait, tu vois, je peux ne pas m'arrêter de rigoler, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est de l'absurde. C'est pour te dire que moi, c'est ça que. C'est qu'il a réintroduit avec la caméra cachée un style complètement à lui. C'est Guy Kennec, ce film. C'est pour ça que je pensais au film. Tu vois, j'étais en train de me dire et du coup, il y a François Damiens qui remonte parce que. Effectivement, ouais. Et puis j'adore, et puis cette tête comme ça est tellement pâteau, et à la fois il n'y a pas plus du coup doux et sympa, enfin t'as envie que ce soit ton meilleur copain, quoi. Donc voilà. Non, et puis Jonathan Cohen, j'avoue que tous ces derniers temps, Serge Le Mito, ça j'ai adoré. Et tu vois, j'ai adoré avec Aurel, enfin le doc d'Aurel. Bon, après là, tu vois, on dérape, mais tout cette, j'aime bien quand c'est bon enfant en fait. Est-ce que justement Tout simplement noir, pardon. Oui, tu l'as vu de Zadie. Mais ça. Bon. Oui, c'est vrai. J'ai rigolé du début à la fin sans m'arrêter. Très bon. Zadie me fait hurler de rire. Voilà. Quand même, j'allais chercher. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas hurler de rire, quoi, Zadie. C'est vrai.
Parce qu'il y a ce truc aussi, alors tu sais que tu écris aussi des livres, et moi je reçois parfois des écrivains, effectivement, et il y a aussi ce truc, Arnaud Desplechin, le réalisateur Arnaud Desplechin, alors qui lui fait pas de l'humour, non mais c'est mon préf, mais qui peut pas tomber mieux. Un cinéaste incroyable. Mon préf. Lui, on l'y parfois interviewé sur ça, on lui dit finalement, il a même fait une fois une interview, un séminaire à Normal Sup, j'étais allé, je me souviens, avec mon petit stylo pour noter ce qu'il disait, donc c'était un truc vraiment très très haut de gamme, très intello, si on peut dire, dans un sens courant, sans que ce soit évidemment péjoratif, mais lui finalement, on lui disait, vous auriez pu faire de la littérature, finalement un registre peut-être un peu plus adapté aux récits assez complexes que vous avez dans vos films, on pense à Roi et Reine, à Comment je me suis disputé, les fantômes d'Icelle, Un conte de Noël, enfin il y a des films vraiment tous dingues. Ah j'adore Jimmy P. Ah mais j'ai tous vu, j'adore. Et mais finalement justement il est resté donc dans le cinéma, qui s'est dit non, je voulais garder de l'art populaire. Est-ce que toi tu penses que l'humour c'est quelque chose qui s'adapte à tous les registres, y compris ceux qui sont considérés comme un peu plus intello, que ça soit le théâtre, que ça soit la littérature? En fait, moi, je pense que l'humour, il faut que ce soit partout. Moi, je suis très, très militante du rire et je pense qu'au contraire, on l'a dit dans l'art, alors pas tout le temps. En fait, c'est tellement difficile de le manier, mais tu vois, un Tati, Agnès Varda, enfin, si tu peux glisser de l'humour dans tes œuvres, c'est gagné, quoi. Mais tu vois, encore une fois, c'est des jeux d'esprit, c'est des jeux de mots, c'est des toutes petites références. En fait, c'est ça l'élégance, c'est d'être dans le bon dosage de l'humour. Mais c'est merveilleux. Si tu y arrives, je pense que c'est là où tu gagnes, quoi. Est-ce que tu penses que du coup, c'est un scandale que, comme certains le dénoncent régulièrement, que les comédies ne soient pas récompensées au César, par exemple, en France? Oui, bien sûr. Ouais. Ça, complètement. C'est un peu une anomalie, quand même. Je trouve qu'à Toledano et Nakache, ils devraient avoir Légion d'honneur et tout. Enfin, je sais pas s'ils l'ont pas, mais en tout cas, et ils font du bien. Parce que c'est ça aussi, là, dans leur cas, ils font du bien. Alors après, t'as des comédies très nulles, il faut le dire aussi, mais t'as des trucs vraiment qui sont merveilleux. Qui étaient les Père Noël est une heure... Enfin, les bronzés, c'était dingue. Oui, c'est dingue qu'on puisse dire, ouais. Est-ce que justement, si tu avais les moyens, si on te donnait vraiment tous les millions dont tu as besoin pour faire une comédie ou une série comique absolument incroyable, ça serait quoi tes ingrédients? Est-ce que ça serait, je sais pas, du cinéma muet? Est-ce que ça serait beaucoup de personnes? Est-ce que ça serait du huis clos ou un one-man show complètement fou? Ça serait quoi pour toi le summum un petit peu de ce qui devrait être fait, mais qui nécessite des moyens pas toujours faciles à avoir, peut-être? J'écris une série. Non, moi, en ce moment, j'adore le côté loufoque, donc très Will Ferrell. Je trouve qu'on va pas. On a beaucoup de mal en France à faire encore des séries ou des films drôles comme Will Ferrell ou ces comédies géniales américaines ou Ben Stiller, tu vois. Donc, je me donnerai des sous parce que je pense que les sous qui manquent pour le cinéma français, c'est à la fois une très belle caméra ou en tout cas un dispositif d'image, parce que moi, je suis très... La forme, c'est important. La forme, évidemment. Et ensuite, les dialogues. Et donc, moi, j'adore qu'ils aient des poules d'auteurs. Et voilà, souvent, en France, on se satisfait du premier... Et pas de censure. Donc, comme j'aurais plein de fric, j'aurais pas besoin de censurer. Enfin, censure, quand je parle de censure, c'est pas du tout une censure politique. C'est pas ça, c'est s'auto-censurer parce qu'imaginer que ça passe pas, etc. Donc voilà, donc j'aurais un super pool d'auteurs. J'adore le collectif, encore une fois. La caméra canon. Et puis, s'autoriser un peu du loufoque. Écoute, peut-être je vais y arriver. Alors récemment, il y a eu pas mal de choses autour de Matthew Perry, qui était un acteur de Friends, qui jouait Chandler évidemment et qui est décédé tragiquement il y a quelques mois. Friends, ça reste une série maintenant qui est un peu ancienne. Moi, quand j'étais petit, ça passait encore à la télé. Ça passe encore d'ailleurs, il me semble, sur certaines plateformes. Ça reste quand même un truc incroyable qui a aussi changé même plusieurs générations d'une certaine façon, parce que ça s'est tellement implanté dans l'inconscient collectif. Ça aussi, c'est un type d'humour, là, pour le coup, très américain. Est-ce que tu penses vraiment que l'humour comme ça peut se greffer finalement à la vie de quelqu'un? Ça devient un peu un mode de vie? Est-ce que ce serait peut-être pas ce genre de série, éventuellement aujourd'hui, à l'ère des plateformes qu'il faudrait créer? Tu as tout à fait raison, parce que ce qui est très beau, là, je vois, moi j'ai pas de filles, mais je vois les filles des copines qui regardent ça, je me dis, ça c'est le talent suprême, de toucher 2-3 générations, que les gens connaissent par cœur les dialogues.
Ouais, t'as tout à fait raison. Et puis en plus, justement, ça prenait un truc sympa, et puis finalement, qui était une réalité de la coloc. Plus ça va, plus on est en coloc, tu vois. Les vieux jeunes ou les jeunes vieux, c'est-à-dire, tu vois, t'es quand même urbain, tu les bosses. Mecs ont 30 balais, mais t'as pas de thunes, donc t'es obligé, tu galères avec les mecs, les meufs. Oui, t'as raison. Finalement, c'était assez ordinaire. Tu vois, c'était un appart assez ordinaire. C'est drôle, parce que c'est tellement touché les gens, bouleversé, mais parce que ça leur ressemblait. Après, il semblait aussi que, alors, sans vouloir chercher la merde à chaque fois, mais il semblerait que quand même, évidemment, la plupart ont un travail, mais bon, ils foutent pas grand-chose. Ils sont souvent en Central Perk en train de prendre des cafés, mais ils habitent dans Manhattan, où les loyers sont quand même hors de prix. Et Monica, elle avait un appart complètement démesuré par rapport à son salaire éventuel. Donc, bon, il y a toujours ce petit hiatus. C'est vrai. Après, c'est marrant parce que pour moi, ça faisait tellement carton-pâte que je voyais pas trop. C'est vrai. Tu vois, je dirais jamais que... Parfois, dans les films français, c'est ça, t'as Manu Payet qui habite dans 200 mètres carrés alors qu'il est graphiste. Non. C'est clair. Tu vois, alors que là, en vrai, ça se faisait tellement studio et tellement carton-pâte. C'est vrai. Et puis, c'est pas nos codes, c'était pas un appart haussmannien. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, moi, je me rappelle. Ça peut être une sorte d'HLM finalement. Je voyais pas. T'as pas de fenêtre, t'as pas de vue. Donc, en vrai, tu vois, c'est marrant, je voyais ça plutôt comme du carton. Je sais pas comment dire. Tu vois, scène de ménage. Je vois, d'ailleurs, c'est le même principe, disons, d'être dans une pièce unique ou à peu près. Ça faisait pas fastueux. En fait, comme c'est pas les codes français, je trouvais pas, je pouvais pas dire qu'ils étaient riches. Alors oui, il y a toujours de l'oisiveté dans ce genre de perso, mais c'était très bien écrit. Je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça que moi, je paierais vraiment des dialoguistes. Ouais, c'est clair. Si on prend en termes de dialogue, moi, j'ai trouvé, dans les dernières années, même si c'est maintenant un peu ancien, bref, de Kian Kojandi, c'était quand même c'est pour ça que je pensais à Roxana, bien sûr. C'était génial. Fou, mais tu vois, il y avait aussi le format. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est l'écriture et le format. En fait, ils ont créé un concept. C'est ça qui était hyper fort. Parce que tu aurais dû... Tu vois, on fait tout en accéléré. Oui, parce qu'il y avait le texte. En fait, c'est ça, c'est un petit bijou. Alors, c'est formidable. Pendant 15 minutes, ça aurait été un peu chiant. Quoi, non, mais c'est parfait. Et puis en plus, tu avais un début, une fin, un développement d'histoire. C'était dingue. Il y avait des personnages et on s'est accroché. Et puis c'est vrai que cette façon de parler était démente. Non, bravo. Ça, c'était un super format. Quoi. Alors, Mamousse, tu es la reine des réseaux sociaux. Je pense qu'on peut t'appeler ainsi. Et notamment d'Instagram. Et aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de formats qui se font dans l'humour et même ailleurs, sur les réseaux de manière native, sans que ça soit effectivement produit au sens par des plateformes, par des boîtes de prod, etc., pour des chaînes ou autres, et a fortiori pas forcément pour le cinéma. Et récemment, il y a eu par exemple des gens comme Inoxtag, ce youtubeur de génie, moi que je trouve quand même assez incroyable. Qui a fait un film de 2h30 où il grimpe l'Everest, et puis même il y a plein d'autres exemples ces dernières années, des Léné à situation, etc., avec des vlogs, qui ont révolutionné le game quand même. Complètement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi qui connais un peu ces deux milieux, tu vois, à la fois les réseaux et en même temps le monde plus traditionnel des médias, est-ce que tu penses que demain, l'avenir, ça sera exclusivement les réseaux, YouTube, et finalement les salles de cinéma et même les plateformes sera peut-être au second plan? Hyper intéressant, puisque j'ai des élèves. Je suis aussi directrice d'un MBA de prod audiovisuel. Donc, on vient d'interviewer Alexa Laroche-Joubert. Génial, j'adore. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est hyper intéressant. Et qui a écrit justement, est-ce que YouTube va détrôner la télé? Enfin, tu vois, c'est vraiment les questions d'aujourd'hui. Pour l'instant, ce qui est marrant, c'est que la télé est encore vachement regardée. Et alors oui, elle est vieillissante, oui. Mais tu vois, ça reste quand même un label. Je fais une émission depuis la rentrée. C'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me parler de mon émission alors que c'est une petite émission sur RMC Story. Mais tu vois, ça reste vu à la télé. Tu vois, non, mais c'est marrant. C'est ça. Bon, voilà ça que je veux dire. Après, je pense que c'est quand même une grosse industrie, Netflix, tout ça. Je pense, tu vois, finalement, le cinéma, on se rend bien compte que les gens là, continuent à aller au ciné finalement. En fait, on est... et depuis 6 ans, finalement, on est en transition. En transition, c'est en train de changer. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont s'affiner, des choses qui vont changer. Je pense qu'on aura je pense qu'on va regarder encore un peu partout. Je pense pas, en fait, parce que quand même, regarder un film dans un cinéma, c'est quand même le rêve. Alors, sauf quand c'est à 25 balles. Bien sûr. Mais je crois pas qu'il y en ait un qui va encore totalement mourir. Pas tout de suite, en tout cas. Mais c'est quoi, il y a des surprises assez étonnantes. Alors, tu l'as dit, on l'a avec Artus, un petit truc en plus. Récemment, L'amour ouf de Gilles Lelouch. Donc, effectivement, c'est des surprises. Mais moi-même, j'étais un peu étonné parce qu'il y a encore, même un ex-copain me disait oui, tu sais, moi, je vais pas au cinéma, je regarde pas de film. C'est-à-dire que le cinéma et même le format du film, pour lui, paraissait complètement dépassé. Et ça revient en force. Moi, ça me fait rire parce que je dis avec mes élèves, je dis toujours ça. Alors, vous regardez la télé, puis ils disent non. Puis en fait, après, ils regardent Netflix, Amazon. Je dis alors, c'est la télé, les gars. Bien sûr. En fait, ils oublient que la télé, c'est là où tout passe, la pub, le cinoche, les séries. Donc, c'est assez drôle.
Oui, oh, c'est un peu des postures. Moi, je comprends pas qu'on. Enfin, pour moi, c'est marrant. Moi, bon, alors, comme j'ai beaucoup de boulot, je vais rarement en vacances et tout ça, mais tu vois, aller au cinéma la journée, mais c'est mon plus grand bonheur. Enfin, c'est Ouais, l'école Buissonnier. ouais, c'est vrai. Ah, tu vas C'est prendre un un luxe, billet, quoi. c'est un luxe, c'est C'est le un putain de rêve, luxe, c'est ouais. la chance et c'est la promesse d'un moment Ouais. chouette, quoi. Donc, non, enfin, je vois pas comment pour l'instant. Enfin, en tout cas, vraiment un monde sans cinoche. Il y a un retour de l'expérience, c'est toujours ce grand Oui, truc, bien mais les sûr. gens veulent se Mais oui. réunir, même Ouais, si... tu vois, moi, avec encore, je parle beaucoup de mes fils dans cette interview, mais tu vois, j'adore qu'on aille ensemble. Et puis moi, j'aime bien aller. Je suis allée au Champeau, là, au Champeau, deux fois la semaine dernière, voir des vieux films. J'habite aux côtés du Studio 28. T'as toujours des super projets et tout. Non, mais moi, enfin, je militerais. Je militerais pour si on allait arrêter les salles de cinéma, je serais Ouais. extrêmement triste. Alors Julie, on a passé presque 1 heure ensemble, j'étais super content de t'écouter, de t'interviewer et de savoir un petit peu ce qui se cache derrière ce personnage de Mamouze, finalement assez complexe en réalité, hein. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous dire, pour une personne justement qui a une idée comique, parce qu'on aime bien quand même encourager les gens à se lancer, à créer, à façonner quelque chose, au-delà des caractéristiques générales d'un concept, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le registre humoristique aujourd'hui en France? Je dirais déjà, surtout d'être au plus proche de ce qu'on est et de ce qu'on aime. C'est-à-dire, je pense qu'il faut... je pense que ça marche quand on est authentique, quoi. Donc déjà, peut-être avoir fait une analyse, savoir exactement qui on est, ce qu'on veut, tu vois. Je C'est trouve un projet que... de 10 ans, quoi. Ouais, mais après, t'es bon. Non, mais tu vois, je trouve que ce qui est le plus important, c'est vraiment... et puis, qu'est-ce que tu veux raconter, tu vois. Souvent, c'est quoi ton propos, en fait, qu'est-ce que tu viens apporter et puis après, trouver ton angle. Ça, moi, je suis journaliste, donc je peux être sévère. C'est-à-dire, est-ce que t'es justement Mirabel, le mec évanescent? Est-ce que t'es, tu vois, Squeezie, t'es un peu dans l'actu tu vois, il faut trouver ton angle. C'est quoi ton angle et souvent, c'est ce que je dis à mes élèves, et ça vaut pour tout. C'est ou quelqu'un qui veut me vendre son podcast, je sais pas quoi. C'est quoi ta punchline? Enfin, c'est quoi ta tagline qui fait que, évidemment, il faut le faire, tu vois. Donc, voilà, être hyper authentique et avoir un angle bien à soi, ce qui va ensemble. Et puis, qu'est-ce que tu veux raconter? Est-ce que tu veux faire des personnages? Est-ce que tu veux critiquer la société d'aujourd'hui? Est-ce que tu veux aller la déranger? Est-ce que tu veux faire de l'humour politique? Bien se questionner, tu sais, moi, ça vaut pour tout, hein, émission, ou quand tu veux vendre quelque chose, il faut vraiment que tu aies réfléchi et que ton projet soit tellement fort qu'on puisse pas te le casser en deux, quoi. Merci beaucoup, Mamouze. Merci, Tom.